Et si la monnaie, ce n'était pas du tout une question d'économie, mais plutôt de physique? C'est l'idée un peu folle que propose Pierre Noizard dans son livre, et franchement, ça change complètement la perspective. On va voir ensemble comment l'énergie, cette force qui est partout dans l'univers, serait en fait la clé secrète pour vraiment piger ce qu'est la monnaie. On utilise la monnaie tous les jours, on pense savoir ce que c'est, mais imaginez une seconde que les règles du jeu n'aient pas été fixées par les banques ou les gouvernements, mais par les lois de l'univers lui-même. Et si, au fond, on passait complètement à côté de sa vraie nature? Allez, c'est ce qu'on va creuser. Alors voilà, l'idée centrale, la voici. La monnaie, ce n'est pas juste un truc pratique pour faire des échanges. Non, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de représentation, une information sur ce qui fait tourner l'univers tout entier, l'énergie. Bon, pour bien saisir ce lien, il faut qu'on fasse un petit détour par la physique et qu'on regarde 3 principes de base. Et attention, ce ne sont pas des lois qui restent sagement dans les labos, hein. Non, non, elles dirigent absolument tout, y compris notre économie. On commence avec le premier principe, celui de la thermodynamique, que tout le monde connaît, même sans le savoir. En gros, l'énergie ne peut pas disparaître, jamais. Elle change juste de forme, c'est une règle d'or de l'univers. Et ce principe, eh bien, on le voit super bien appliqué à notre économie. Ce graphique est frappant, non? La corrélation est quasi parfaite. Pour créer de la richesse, ici on la mesure avec le PIB, une société doit obligatoirement transformer de l'énergie. C'est simple, pas de transformation d'énergie, pas de richesse. La création de valeur, c'est littéralement ça, convertir de l'énergie. Ok, donc l'énergie se conserve, c'est le premier point. Mais elle a aussi une tendance, une direction. Et ça, c'est le deuxième principe. C'est un peu plus abstrait, je vous l'accorde, mais c'est hyper important. L'idée, c'est que si on laisse un système tout seul, il va naturellement aller vers plus de désordre, plus de chaos. Et cette mesure du désordre, ça porte un nom, l'entropie. Pour visualiser, c'est très simple. Imaginez des particules de gaz bien rangées d'un côté d'une boîte. Maintenant, hop, on enlève la séparation au milieu. Qu'est-ce qui se passe? Elles ne restent pas sagement dans leur coin. Pas du tout. Elles vont se mélanger, s'éparpiller partout jusqu'à occuper tout l'espace. Eh bien ça, c'est l'entropie en pleine action. C'est le sens naturel des choses. C'est inévitable. Mais alors attendez, si tout va vers le désordre, comment la vie, qui est hyper complexe et super ordonnée, peut-elle exister? Bonne question, non? La réponse, elle tient en 2 mots, structure dissipative. Qu'est-ce que c'est? C'est un système qui, au lieu de juste subir le chaos, va activement s'organiser pour pomper l'énergie de son environnement et grâce à ça, maintenir son propre ordre. Et ça nous amène tout droit au troisième principe. L'idée, c'est que n'importe quel système va chercher à s'organiser pour maximiser sa puissance, c'est-à-dire pour capter le plus d'énergie possible. L'exemple le plus spectaculaire de ça, c'est l'évolution du vivant. La vie a créé des formes toujours plus complexes. Pourquoi? Pour être toujours plus doué, plus efficace, pour aller chercher l'énergie dans son environnement. Alors, maintenant qu'on a ces lois en tête, appliquons-les au monde du vivant. Parce que la biologie, en fait, ce n'est pas du tout une exception aux lois de la physique. Au contraire, c'en est peut-être l'expression la plus pure, la plus sophistiquée. Et dans cette course à l'énergie, en gros, il y a 2 grandes stratégies. D'un côté, la stratégie qu'on pouvait appeler yin, c'est celle de l'adaptation. L'idée, c'est de s'améliorer, de s'optimiser pour s'intégrer parfaitement à son environnement. Et de l'autre côté, on a la stratégie yang, la conquête. Là, le but, c'est de prendre le contrôle, de modifier l'environnement pour en tirer un maximum d'énergie. Un autre point super important à comprendre, toutes les énergies ne se valent pas. Il y a une notion de qualité. Par exemple, l'énergie libre, pensez à l'électricité ou à l'énergie chimique, elle est de très haute qualité. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement la transformer en travail utile. À l'opposé, il y a la chaleur. Ça, c'est une énergie, disons, dégradée, diffuse. C'est un peu le déchet de la plupart des transformations. Bref, c'est de l'énergie de basse qualité. Bon, on a posé les bases de la physique. C'est bien beau tout ça, mais quel est le rapport avec l'économie et la monnaie? Comment on fait le pont entre les deux? Eh bien, la passerelle, le chaînon manquant, c'est l'information. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir commencer à vraiment décoder la monnaie. Alors attention, parce que là, on arrive au point vraiment crucial. L'information, ce n'est pas juste un truc abstrait qui flotte dans l'air. Non, elle a une valeur physique, bien réelle. C'est quoi une information utile? C'est une information qui nous aide à être plus efficaces, et donc soit à dépenser moins d'énergie pour faire la même chose, soit à en libérer plus. Prenons un exemple tout bête. Il faut aller d'un point A à un point B à pied. Sans carte, sans rien, on galère un peu, on se perd, on met 90 minutes. Maintenant, on refait les mêmes trajets avec un GPS. Là direct, on met 60 minutes.
L'information donnée par le GPS, elle a une valeur qu'on peut calculer. Elle a fait économiser 30 minutes d'énergie de marche. C'est aussi simple que ça. Et avec cette nouvelle façon de voir les choses, on peut maintenant définir ce qu'est la monnaie classique, celle des États, comme l'euro ou le dollar. En fait, c'est une monnaie promesse. Sa valeur ne vient pas d'une énergie qui a déjà été dépensée. Non, elle repose sur la confiance, sur la promesse que l'État va garantir sa valeur dans le futur. Et cette promesse, elle s'appuie sur quoi? Sur l'énergie et le travail futur de toute la population. Et à l'opposé, on a ce qu'on pourrait appeler une monnaie énergie. Le Bitcoin est l'exemple le plus connu. Là, c'est tout l'inverse. Sa valeur est directement attachée à une réalité physique bien présente. La quantité absolument énorme d'énergie qui a déjà été dépensée pour construire et sécuriser son réseau. Ce n'est plus une promesse sur le futur, c'est une preuve, un reçu d'une énergie dépensée dans le passé. Ok, on a parlé de grands concepts, mais maintenant, revenons à nous, à l'échelle humaine. Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à chercher de l'info, à vouloir tout organiser, à planifier? Eh bien, la réponse, encore une fois, est liée à cette fameuse entropie. Imaginez un atelier. Si on a juste un marteau et un tournevis, c'est facile de garder les choses en ordre. Maintenant, imaginez le même atelier avec 50 outils différents. Le nombre de façons de créer du désordre devient immense. Eh bien, c'est pareil pour tout. Plus un système est complexe, plus son potentiel de désordre, son entropie, est grand. Et la conclusion de tout ça, c'est que notre besoin de nous informer, de chercher un sens, d'organiser notre vie, c'est ni plus ni moins qu'une lutte contre l'entropie. Quand on met de l'ordre dans notre environnement, quand on réduit l'incertitude du futur, en fait, on réduit notre propre désordre intérieur. Et c'est pour ça que ça fait du bien. C'est une source fondamentale de sécurité, de bien-être. Ce qui nous laisse avec une dernière question pour la route. Prenons l'or, par exemple. Il sert de monnaie, mais il a aussi une utilité dans l'industrie. Alors, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que ça renforce son rôle de monnaie? Ou au contraire, est-ce que ça complique les choses? La réponse n'est pas si simple, et elle nous oblige à réfléchir à ce que serait une monnaie idéale, pile à la croisée des chemins entre l'énergie et la valeur.